Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc, le département formation du Moniteur, ce sont 5000 stagiaires qui sont formés chaque année, 350 programmes de formation, 1500 sessions de formation planifiées tous les ans, et puis sur des formats différents, en présentiel ou à distance, classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning, au choix. Donc, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques. Je vous invite d'ailleurs à noter les nouvelles. Donc, une thématique soft skills, une rubrique dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans le secteur du BTP. Et puis, bien évidemment, c'est au goût du jour une rubrique numérique et intelligence artificielle, des rubriques en performance énergétique et environnementale, et puis des formations en tout ce qui est technique de construction et de réhabilitation qui va nous intéresser ce matin à travers cette intervention autour des formations que nous organisons sur tout ce qui est construction modulaire et hors site. Donc, nous recevons pour cela Pascal Chaumont. Pascal du cabinet PCH Agence d'architecture qu'elle a créé en 1990, puis qui a fonctionné tout d'abord en nom propre, puis en société à partir de 2006. Et donc, Pascal possède 30 ans d'expérience et plus, multiples en conception, en réalisation de bâtiments diversifiés, et son agence assure une gestion globale des projets en maîtrise d'œuvre et en économie, avec un ADN environnemental très fort dans le but de tendre vers une architecture durable et à faible impact. Donc, je vais lui laisser la parole sur ce webinaire. N'hésitez pas tout au long de son intervention à lui poser vos questions via le petit point d'interrogation que vous devez avoir sur le menu GoToWebinar et je les lui relayerai en fin d'intervention. Pascal, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Oui, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vais vous présenter ce webinaire. Donc, pour commencer, on va présenter un petit peu le plan de mon intervention. Donc, dans ce déroulé, je vais mettre en évidence les approches méthodiques nécessaires au pilotage de la construction hors site. On va également parler des contrats à privilégier et des différents points de vigilance à intégrer propres hors site. Et donc, pour commencer, pour une meilleure compréhension, nous allons en premier approcher ce qu'est le hors site. Au niveau du plan, donc, on a un petit rappel des fondamentaux. En premier, on va parler plutôt de la partie avant appel d'offres qui est s'organiser et penser un projet hors site, notamment pour les maîtres d'ouvrage. Ensuite, une petite partie qui est après l'appel d'offres, qui est pendant la phase de conception. Donc, elles sont à chaque fois les points qui sont propres hors site et auxquels il faut être vigilant. Et en dernière partie, si on a le temps, on parlera un petit peu des vigilances sur le chantier. Un petit rappel rapide du contexte, parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de construction hors site et les attentes sont grandes. Pourtant, on observe encore de nombreuses réticences de la part de tous les acteurs, que ce soit les architectes ou l'entreprise qui s'interrogent sur la pérennité de leur profession, ou que ce soit le maître d'ouvrage qui se questionne sur ces nouvelles organisations et garanties de construction. Par ailleurs, on constate que l'on a un parc de logements sinistrés et un déficit de construction. Le hors-site est donc une nouvelle façon d'appréhender la construction et il peut être un levier pour sortir de cet enlisement. Les nombreux avantages offerts par le hors-site en font l'un des axes principaux à développer pour la modernisation du secteur du bâtiment. Les acteurs devront alors être formés et accompagnés dans cette transition. Donc, pour commencer, on va approcher donc qu'est-ce que le hors-site? Donc, parce qu'on utilise souvent, donc aujourd'hui, on parle de construction hors site, qui est également connu sous le nom de off-site building. Le nom de construction modulaire est aussi souvent utilisé, mais plutôt pour la construction hors site 3D. Donc cette construction hors site est un mode constructif qui repose sur deux piliers, que sont la préfabrication et l'industrialisation. Donc, on voit qu'on a un nouveau mode qui est complètement différent de celui de la construction traditionnelle où tout se réalise en chantier.
Donc, la construction hors site se décompose en 2 étapes, contrairement à la construction classique. On a en premier la préfabrication, donc en atelier, et en deuxième, un assemblage sur le chantier. La construction hors site permet de réaliser tout type de bâtiments, logements, hôtels, bureaux, bâtiments industriels, plateformes logistiques, logements, établissements scolaires, etc. Et pour la différence avec une construction classique, c'est plus on déplace les heures de chantier dans l'usine, plus on va améliorer la construction hors site. Donc aujourd'hui, on peut avoir des constructions hors site avec simplement 30 à 40% d'éléments qui sont fabriqués en usine, mais il est possible aussi d'aller plus loin et d'avoir 80% de projets construits en usine. Cela notamment pour le modulaire. Donc, hors site, c'est pas simplement du 3D. On a tout ce qui se fabrique en usine. Donc, on peut avoir tous les éléments linéaires 1D, les systèmes structurels linéaires, donc c'est les poteaux-poutres. On peut avoir des panneaux 2D qui sont complètement fabriqués en usine avec, par exemple, des panneaux de façade avec les menuiseries intégrées. On peut avoir aussi des morceaux de plancher complètement finis qui arrivent sur site tout assemblés. Et on a aussi le modulaire structurel 3D. Ce système structurel volumétrique peut contenir, en plus de la structure, l'ensemble des corps d'état du bâtiment. Et cela permet de fournir directement un morceau de bâtiment qui est complètement fini et qui arrive clé en main sur le chantier. Après, on a les composants non structurels. Donc, c'est les salles de bain préfa, les balcons préfa, les garde-corps, tout ce qui est fabriqué en atelier et qui arrive tout assemblé sur le chantier comme petit élément venant compléter le chantier lui-même. Donc là, le système 1D, poteau-poutre. Les systèmes façades, donc les façades bois qu'on appelle les FOB, les systèmes préfa-béton. Et puis les volumes 3D, donc qu'on connaît depuis assez longtemps. Aussi bien, on ne fait pas que des installations de chantier, puisque maintenant, on peut construire avec des formes complètement différentes. Donc, un exemple qui est construit totalement en modulaire 3D. Donc, comment il se décompose? On a une structure mixte, avec un soubassement en maçonnerie. Et ensuite, on vient assembler les éléments 3D, donc module 3D. Et pour finir, on vient habiller avec des éléments 2D, qui sont les balcons, les persiennes, tous les habillages qui font que l'architecture modulaire, qui paraît très sobre, peut être agrémentée et on peut obtenir un projet un peu plus architectural. Là, c'est un exemple de bâtiment qui a intégré plusieurs systèmes de préfabrication. On a un rez-de-chaussée qui est plutôt du bureau et du commerce qui est assemblé en 2D, donc avec des façades préfa. À l'intérieur, le système est poteau-poutre, donc on a un système poteau-poutre 1D. Les éléments verticaux qui sont les distributions, elles, sont en béton. Après, donc dessus, on a tout un système de logement, donc les logements avec des cellules qui sont répétitives. Effectivement, celles-là, elles sont en modulaire 3D qui arrivent déjà toutes finies sur le chantier. Et puis en dernier, à l'étage, le rooftop qui est fait en 2D et 1D. Donc on voit qu'un bâtiment peut contenir plusieurs procédés hors site et pas simplement qu'un seul. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce vers quoi il faut tendre, puisqu'en fonction de chaque utilisation, en fonction de chaque fonctionnement à l'intérieur du bâtiment, on ne va pas utiliser le même principe constructif. Et à la fin, on voit que sur la figure 3, c'est avec les balcons encore qu'on va jouer pour intégrer un petit peu ce bâtiment dans l'environnement et on a des formes beaucoup plus souples, contrairement aux formes rigides et organisées du 3D. Donc, voilà, nous avons balayé un petit peu tout ce qu'on peut faire en construction hors site. Et pourtant, aujourd'hui, donc, on parle beaucoup d'hors site, mais on a encore quelques freins culturels. On a l'impression que ces bâtiments
sont des bâtiments provisoires de chantier, qu'ils sont mal isolés, qu'on a des effets de serre. En fait, on a encore des freins à la conception et auprès de la population pour passer avec cette nouvelle méthode de construction en usine. Les craintes persistent. Et, pardon. Et on s'aperçoit que ces craintes de construction soi-disant monotone, en fait, c'est pas vrai et que petit à petit, avec la recherche et la pratique, on a de plus en plus de créativité architecturale dans les bâtiments préfabriqués. Donc après parler du 3D, des parties construites en usine, on va balayer les avantages du hors-site, donc assez rapidement. Donc un des principaux atouts du hors-site, c'est le gain de temps. Et on voit qu'en fonction de la structure choisie, le temps gagné sur chantier ne sera pas le même. Par exemple, si on fait un comparatif d'un bâtiment de 60 logements, on peut le réaliser en 12 mois si on le fait totalement en modulaire. Si on le pratique en 2D, on pourra le réaliser en 18 mois, alors qu'en traditionnel, il faut plutôt 24 mois. Après, il y a eu quelques bâtiments déjà construits qui ont eu des prouesses au niveau timing chantier. Par exemple, le campus Thalès à Bordeaux, où on a 60 000 m² de bureaux et d'industrie qui ont été construits seulement en 18 mois. Côté logistique, on a une plateforme industrielle qui a été construite pour 150 m² en un temps record de 13 mois. Et on a une résidence hôtelière en haute montagne qui a été construite en un an avec 10 000 m² sur 8 étages. Et on sait que dans les stations de ski, on ne peut pas construire tout au long de l'année. Donc, il faut aller très vite à certaines périodes de l'année pour pouvoir avancer le plus vite possible. Donc, ces exemples-là confirment bien que l'avantage du hors-site, c'est la rapidité sur chantier. Un autre avantage, c'est la qualité d'exécution. Donc, effectivement, tout ce qui est construit en usine, c'est contrôlé tout au long de sa fabrication. Et on a un meilleur résultat, une meilleure finition, au même titre qu'on pourrait comparer à une voiture qui est un module qui est produit dans une chaîne de production standardisée et optimisée et qui finit avec un produit fini, propre et bien détaillé. L'optimisation du processus de production permet des contrôles de qualité et une traçabilité de chaque module tout au long de la chaîne de construction. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir une qualité d'exécution impeccable, contrairement au chantier où on défait, on refait. On a tout un tas de contraintes qui fait qu'on ne peut pas peaufiner et avoir des choses aussi bien assemblées que ce qu'on peut le faire en usine. Un autre point important de la construction hors site, c'est justement que la filière hors site permet d'aller chercher les démarches vertueuses. Le hors site utilise des éléments géosourcés, biosourcés, biocompactés. On a aussi moins de pertes dans la gestion du gaspillage est limitée parce qu'on a moins de pertes en déchets. Tout est calculé pour bien optimiser la plaque de placo, ses découpes. Donc, ça, c'est un point important au niveau du gaspillage. Le transport est limité et leur site arrive à répondre aux objectifs environnementaux. Alors ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, on essaie de tendre bientôt vers la 2028 et la 2031. Et en construction classique, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'en hors site, en réfléchissant à tous les matériaux utilisés, tout le mode d'assemblage, on peut arriver plus facilement à répondre à ces objectifs environnementaux. Donc, c'est un point important pour l'avenir. Un confort du travail, évidemment, on travaille aujourd'hui, on le voit, avec la chaleur. Et on observe que cette façon de travailler qui est moins contraignante et moins difficile, on observe une féminisation du secteur. Une simplification sur chantier, étant donné que tous les éléments sont préfabriqués, sont bien adaptés, l'assemblage sur le chantier va être beaucoup plus rapide, car la majorité du temps est consacrée à la conception. Donc le chantier est rapide, mais on perd un petit peu de temps en conception, mais c'est pour pouvoir mieux produire
et permettre une rapidité d'exécution sur chantier. Donc, on a moins de nuisances sonores, moins de poussière, on a une sécurité des personnes accrue et c'est un avenir aussi pour certaines rénovations puisque leur site permet des surélévations d'immeubles plus faciles qui arrivent toutes faites, surtout dans des milieux contraints de l'espace urbain. Donc, on peut avoir une densification douce tout en développant des opérations en filière courte. Je passe, excusez-moi, peut-être un petit peu rapidement sur les avantages du hors-site parce qu'après, on a les petits points techniques qui peuvent peut-être plus intéresser certaines personnes. Donc, construire en grande quantité. Oui, ça, c'est l'avantage du hors-site. La construction hors-site avec sa standardisation est un moyen efficace de construire en grande quantité des logements de qualité de manière rapide. Aujourd'hui, avec le manque de logements étudiants, de logements d'urgence et autres, cette solution-là paraît être une très bonne solution. La réversibilité des bâtiments, effectivement, le hors-site permet le montage et le démontage et le remontage des bâtiments. Les coûts. Alors, les coûts, si on regarde simplement le prix, aujourd'hui, il faut bien réfléchir car un bâtiment hors site peut être meilleur marché qu'une construction classique, mais cela dépend énormément de sa complexité et de sa façon d'être construit. Sinon, il peut exploser en coût et être beaucoup plus cher. D'où l'intérêt d'anticiper au maximum tout ce qu'on va devoir faire dans le processus. On le verra après. Donc, la construction hors site peut être associée à une réduction de coûts. On a une économie d'échelle, en effet, avec la production en série en usine. Cela permet de réaliser des économies d'échelle, réduisant ainsi le coût unitaire des éléments préfabriqués. Donc, par exemple, si on a 4 logements à faire, on va oublier le hors site, ça ne sera pas rentable. Il est rentable si on a une économie d'échelle. Ensuite, on a une optimisation des ressources. Grâce à une meilleure gestion des matériaux et des ressources, les déchets sont limités, ce qui entraîne aussi une réduction des coûts. Et on a, ce qu'on a vu tout à l'heure, une réduction des délais. La construction hors site est généralement bien plus rapide que la construction traditionnelle, ce qui permet d'économiser sur les coûts de main-d'œuvre, de location de matériel, par exemple. Donc, après les avantages du hors site, on va passer sur justement qu'est-ce qui se passe au niveau des normes et règlements spécifiques. Le référentiel normatif. Aujourd'hui, il n'existe pas de référentiel normatif spécifique dédié aux constructions modulaires hors site. C'est encore un peu dans les recherches. On a des DTU qui intègrent dans leur domaine d'application la préfabrication d'éléments et de modules de structure, mais on n'a jamais la totalité. Il n'existe pas encore de DTU qui définissent la totalité d'un bâtiment ou d'un module, par exemple. Donc, il existe les DTU sur la construction de maisons et de bâtiments à structure au bois. Il existe d'autres DTU concernant les ouvrages ou les éléments en béton qui peuvent être coulés, préfabriqués sur chantier ou en usine. Mais cela concerne qu'une partie et cela concerne la partie structurelle, bois ou béton, mais aucunement un module intégrant des aménagements intérieurs et des équipements. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme normes qu'on peut utiliser et auxquelles on peut se référer? Alors, on note que certains procédés bénéficient d'avis techniques. Bon, donc on a toujours ça. Il existe aujourd'hui, alors les assureurs et organismes certificateurs sont en train un petit peu de regarder cette démarche. Et on a une démarche de certification QB53 qui est visée par le CSTB, qui vient d'être récemment proposée et qui est applicable aux procédés de construction modulaire. Il s'agit d'une démarche volontaire. Donc, aujourd'hui, on constate que la construction hors site se développe car elle présente de très nombreux avantages, mais les textes normatifs ne suivent pas encore cette évolution. Ceci dit, c'est en évolution, ça n'empêche pas de construire et on peut jouer avec les avis techniques et les demandes de certification. Donc, on n'est pas non plus en point mort. On a quand même des éléments qui permettent de nous rassurer. Au niveau de l'assureur, la vision du risque technique pour l'assureur. Donc, en fait, quand on conçoit hors site,
La meilleure façon, il est très important d'échanger avec son assureur en amont. Cela pour bien être en adéquation avec tous les points assurés. Il s'agit de techniques de construction non courantes pour l'assureur, les TNC. Donc effectivement, dès qu'on a un bâtiment, dès qu'on sait la structure et dès que ça a avancé en conception, il est très important, même en amont, dès qu'on a fait la programmation et qu'on sait structurellement un petit peu comment cela va se passer, il est très important d'aller voir son assureur et de pointer tous les éléments pour s'assurer que tout va être bien assurable et qu'on n'a pas de problème sur ce sujet-là. Donc, un examen des modes constructifs pour être mis en évidence. Et dans ce cas, on échange et on établit avec l'assureur tous les modes constructifs du projet. La vérification de la conformité au texte de référence du bâtiment est une étape indispensable. Une validation par un organisme tiers permet une attestation indépendante et une anticipation des risques. Par exemple, on peut demander une mission de contrôle dédiée ou une mission de certification. Une amélioration industrielle peut contrevenir à un DTU. En conclusion, dans le cadre de construction hors site, un échange est à privilégier avec l'assureur. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on n'avait pas l'habitude de faire puisque c'était très réglementé, il n'y avait pas de problème, on n'allait pas voir son assureur avant de construire, puisque tout était déjà défini par les DTU, sauf cas particulier de construction complexe. Autre point, donc maintenant, on va passer sous forme d'un déroulé. Donc, on a en premier, pour le maître d'ouvrage, la phase de programmation et la phase de choix de mode de marché et de mode de passation des marchés. Donc, on va commencer à regarder cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là et quels sont les points de vigilance auxquels il faut faire référence. Donc, tout d'abord, cette nouvelle façon de travailler en amont, de travailler sur cette partie de programmation, va être différente. Et ce qui est très important, donc, c'est que le hors-site obéit à un nouveau modèle économique qui n'est plus centré sur le chantier avec une organisation en silo, mais organisé de façon transverse avec en son cœur la préparation et la préfabrication. Donc, on ne peut plus faire comme avant en avançant étape par étape. On est obligé d'avoir une manière de voir beaucoup plus transverse et en pensant toujours dès le départ à la préfabrication et à la préparation. La construction hors site consiste à déplacer les heures de chantier vers l'atelier ou l'usine. Cela implique une nouvelle façon de travailler pour tous les acteurs, maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, car un nouvel acteur entre en jeu et qui est l'industriel. Donc, la nouvelle façon, c'est de travailler tous ensemble et d'anticiper. On ne peut plus travailler comme d'habitude. Il faut intégrer le ou les process en amont. Dès la programmation, il faut intégrer les grandes lignes d'un principe constructif. On n'a pas encore construit, l'architecte n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore dessiné une esquisse, un APS, que déjà il faut penser à structure. Il est important d'identifier tous les acteurs et les industriels en amont. Dès le départ, il faut commencer à se faire une liste et savoir un petit peu tous les acteurs qui vont intervenir dans ce processus de conception. On réfléchit à un process très en amont. L'industriel peut rentrer plus en amont et on travaille de manière beaucoup plus partagée. Ça, c'est un point important. Dans cette nouvelle façon de travailler, dialoguer est très important. C'est toujours cette notion transverse entre tous les intervenants que tous les intervenants doivent avancer en même temps et donc tous les intervenants doivent absolument échanger en même temps. On travaille en symbiose avec tous les acteurs, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et industriel. L'industriel sort de son usine et travaille en amont avec architectes et bureaux d'études pour les études de conception.
Là aussi, pour l'industriel, c'est une nouvelle façon de travailler parce qu'en principe, les industriels travaillaient dans leur coin, tandis que là, il va falloir qu'ils sortent et qu'ils apprennent aussi à travailler avec un architecte et un bureau d'études. Donc, on voit que ce chamboulement d'organisation est très important et que dès le départ, il faut tout de suite y penser. Alors, au niveau méthodologie, indispensable le BIM. Pourquoi le BIM? Parce que le BIM permet de créer tout, justement, d'être le centre et de créer toutes ces interactions entre tous ces intervenants dès le départ. Le BIM, donc, ce processus dynamique de création de modèles riches en informations pour l'ensemble du cycle de vie d'un projet de construction. La méthode consiste à organiser le travail de conception architecturale de manière simultanée et collaborative entre tous les acteurs impliqués dans ce processus. Donc, cet outil est indispensable en hors-site par rapport à justement l'imbrication et toute cette méthode de travail transverse. Donc, un petit schéma qui montre qu'en construction traditionnelle, le maître d'ouvrage, il avait comme interlocuteur au départ l'architecte et que petit à petit, ça s'assemblait, ça se concevait et que, alors que maintenant, dès le départ, le maître d'ouvrage rencontre tous les interlocuteurs et notamment l'architecte et le constructeur ou l'industriel. Optimiser son opération en phase préparatoire. Donc là, le déroulé, le maître d'ouvrage doit absolument, dès le départ, donc là, en fait, j'ai un petit rappel du rôle du maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc c'est un rappel de la loi MOP. Il doit vérifier à la fois la faisabilité technique et l'opportunité du chantier envisagé dans le cadre de sa mission d'intérêt général. Il doit attribuer un terrain, il doit établir le calendrier des travaux et il doit définir l'enveloppe budgétaire prévisionnelle des travaux. À chaque fois, on fait référence à la loi MOP. Alors, c'est sûr qu'en marché privé, on peut faire un petit peu plus ce qu'on veut, mais la loi MOP et toute cette organisation est bien structurée et donc c'est intelligent même pour un marché privé de se caler sur la loi MOP et de se caler sur les prestations de travaux, tout le code des marchés publics est quand même pas mal à retenir, même si on peut le simplifier, pour de la construction privée. Donc, le maître d'ouvrage a toutes ces missions-là. Et donc, dès le départ, vu qu'il doit anticiper beaucoup de choses, il est important de réaliser un plan détaillé qui inclura les objectifs du projet, le budget, le calendrier et les ressources nécessaires. Il faut prendre en compte toutes les parties prenantes dès le début pour garantir une compréhension commune des attentes. Donc, le maître d'ouvrage, au départ, a beaucoup plus de travail en hors-site, surtout si l'opération est complexe, à comparer avec une construction classique. Il doit bien s'organiser et bien réaliser ce plan détaillé, très important pour ne pas oublier certains éléments ou certains intervenants. Donc, en premier, dès le choix du site. Alors, dès le choix du site, le maître d'ouvrage doit avoir sa petite idée sur ce qu'il veut faire. S'il a décidé, par exemple, de construire en modulaire, il faut que son site puisse permettre d'avoir des dimensions qui correspondent à une construction modulaire. Il doit aussi regarder la planéité du terrain, la forme du terrain, les accès. Est-ce que les camions peuvent accéder à ce site? Est-ce qu'ils pourront être suffisamment larges pour amener des camions ou des convois exceptionnels? Bref, il doit vérifier déjà que le site qu'il a choisi soit compatible avec le process qu'il attend sur ce projet. La programmation. Donc, pour réaliser un programme, le programmiste, l'architecte ou autre, doit absolument avoir une connaissance appuyée du hors-site
afin de pouvoir appréhender les grands principes structurels de construction pendant l'élaboration du programme. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on ne fait pas dans un programme classique, parce que donc sur une construction traditionnelle, on va plutôt parler du fonctionnement, mais au niveau structurel, ce n'est pas encore le sujet quand on élabore un programme. En effet, le maître d'ouvrage doit vérifier si le programme de la future construction est assez compact, si le projet peut comporter suffisamment d'éléments répétitifs, si le bâtiment avec son fonctionnement est tramable, etc. Cela afin de s'adapter à une construction hors site. Donc on voit que tout doit être anticipé et donc le programmiste ou l'architecte qui va faire le programme doit vraiment avoir déjà une connaissance appuyée. Dans son programme, le maître d'ouvrage doit aussi donner des tendances sur les objectifs environnementaux qui doivent être très clairs et qui permettra de choisir les matériaux par la suite. Il ne donne pas des réponses, mais plutôt des niveaux de performance. L'économiste devra aussi avoir une bonne connaissance maîtrisée hors site pour identifier un budget prévisionnel. Effectivement, ça ne se calcule pas du tout pareil qu'une construction traditionnelle. Le maître d'ouvrage avec son équipe devra identifier les fournisseurs fiables. Dès le départ, il devra commencer à faire sa liste de potentiels sur quel est le fabricant de structures de hors site. Il doit savoir si autour de lui, il y a assez de fournisseurs fiables. Il peut commencer à faire sa liste. Aujourd'hui, c'est en évolution, on en aura de plus en plus, mais c'est vrai que c'est important. Dans certaines régions, ils sont encore peu nombreux à être installés, les industriels, pour fabriquer du hors-site. Donc, on voit que dans la programmation, il faut penser à beaucoup de choses. Et après, un autre point important, après la programmation, justement, quelque chose qui est très important, c'est le mode de consultation et de marché adapté à la construction. Donc, le maître d'ouvrage a plusieurs choix. Il y a soit un marché classique de maîtrise d'œuvre avec après un marché de travaux, soit un marché de maîtrise d'œuvre avec consultation anticipée de une ou des entreprises. On va le développer tout à l'heure car ce marché est très peu utilisé jusqu'à présent. Le marché de conception-réalisation, le marché global de performance avec ou sans dialogue compétitif. Donc tous ces marchés sont totalement différents et s'adaptent en fonction de la complexité et en fonction du projet. Donc en fonction de la programmation et de ce que le maître d'ouvrage veut faire, il ne va pas choisir les mêmes marchés. Donc pour préciser, un marché de conception-réalisation se concentre sur la conception et la réalisation d'un projet, tandis qu'un marché de performance inclut également l'exploitation et la maintenance du projet avec des objectifs de performance spécifiques à atteindre. C'est-à-dire que donc cette différence entre les deux, effectivement, on ne va pas non plus pour un programme assez simple lancer un marché de performance si on n'en a pas besoin et si c'est beaucoup trop complexe par rapport à l'objet du marché, par rapport au projet. Donc, en fonction de la complexité de projet, on ne va pas choisir le même type de marché. Ça, c'est très important. Les points de vigilance. Donc, les points de vigilance sur ce choix de marché. Choisir une procédure qui n'est pas adaptée à son opération, à son contexte et aux spécificités de l'équipe de maîtrise d'ouvrage en place, c'est s'exposer à des surcoûts, à des rallongements de délai, à des blocages ou à un échec pur et simple. Donc, on voit que cette partie-là est très importante parce que ça peut carrément arrêter l'opération et on peut devoir tout reprendre à zéro. Le choix est d'autant plus important qu'il aura des répercussions dès la phase de programmation. Le niveau de précision attendu sera différent selon que l'on parte en marché de maîtrise d'œuvre classique et marché de travaux ou en conception-réalisation. À titre d'exemple, les fiches typologiques ou les fiches d'espace peuvent dans un premier cas n'être que partiellement définies dans le programme, car la phase d'étude sera mise à profit pour approfondir ce sujet. À l'inverse, en conception-réalisation, si on choisit ce type de marché,
le marché de travaux est signé alors même que les études ne sont pas réalisées. Donc, c'est très important de faire attention sur le choix de consultation et le choix de marché, parce que cela ne va pas demander en amont la même précision et on voit que le programme sera complètement traité de manière différente en fonction du choix de consultation. En conception-réalisation, le programme, ah oui, un point important qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on part en conception-réalisation, le programme est la dernière pièce contractuelle à protéger le maître d'ouvrage. Il n'a pas autre chose. Donc après le programme, il choisit directement l'entreprise et l'architecte et la maîtrise d'œuvre. Et donc, son seul référent, sa seule Bible, c'est le programme. Donc ce programme devra être en conséquence le plus complet, le plus précis possible. Autre point de vigilance, c'est la décision sur le mode, sur le mode de consultation. C'est les conséquences sur l'équipe du maître d'ouvrage. Ainsi, ces équipes pourront fortement être sollicitées, par exemple lors d'un dialogue compétitif ou d'une procédure avec négociation destinée à retenir le lauréat. Ils bénéficieront par ailleurs d'une conduite d'opération plus aisée en phase travaux. Inversement, en marché de maîtrise d'œuvre, le travail à fournir par les équipes du maître d'ouvrage sera plus léger en phase amont, mais le maître d'ouvrage devra être un peu plus mobilisé en phase chantier. Donc attention à voir en fonction de la capacité de ces équipes aussi, on ne choisira pas le même marché. Un maître d'ouvrage doit déterminer la procédure la plus adaptée à son opération et à ses objectifs prioritaires. Pour cela, il doit se poser les questions suivantes. Donc après, j'ai mis tout un tas de questions, effectivement, puisque c'est un point important. Une liste de questions qu'il faut absolument se poser pour bien choisir son mode de consultation. Donc, ça dépend de plusieurs points. L'opération est-elle simple ou complexe, déjà, pour commencer? Le programme est-il susceptible de subir des modifications ou au contraire est-il stable? Effectivement, quand on pense préfabrication en usine, il faut penser qu'on n'a plus la même souplesse qu'en chantier et que tout doit être prévu d'avance et qu'après, il n'est plus question de changer ou de modifier en fin de phase DCE ou après sur le chantier, c'est trop tard. Donc, il faut absolument que le programme ne subisse pas des évolutions et qu'il soit figé dès le départ. Après, je peux me poser d'autres questions, comme ai-je un réel impératif en termes de date limite de livraison? Effectivement, si cette date de livraison est très rapide, eh ben, on forcera pour avoir un maximum d'éléments construits en usine. Choisir avant tout, alors est-ce que c'est important de choisir avant tout un projet architectural? Est-ce que la qualité architecturale est un critère, ou alors est-ce que la qualité architecturale est un critère parmi d'autres? Donc ça aussi c'est important en fonction du nombre d'éléments préfabriqués qu'on va intégrer dans le bâtiment. Est-ce qu'on préfère laisser libre cours au projet architectural ou est-ce qu'on va un petit peu plus le contraindre? Le programme est-il appropriable aisément par mes équipes? Donc, on a vu tout à l'heure qu'en fonction de la complexité du programme, il faut absolument que les équipes soient formées ou alors qu'il y ait une aide complémentaire d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Après, mes équipes sont-elles capables de se consacrer, par exemple, à plein temps sur un dialogue compétitif ou sur une procédure avec négociation? Quel est le niveau d'expertise de mes équipes sur des projets en MOP, sur des projets en conception-réalisation? Ont-elles la capacité de suivre un chantier complexe en macro-lot ou encore des tâches séparées? Si je pars en MOP, quelle stratégie d'allotissement dois-je retenir? Quelle entreprise serait susceptible de répondre à l'appel d'offres? Ai-je la capacité de réaliser un sourcing efficace me permettant d'être certain de ne pas devoir déclarer certains lots à futur? Si je pars en conception-réalisation, la conjoncture économique et l'état des carnets de commandes des majors me permet-il d'espérer des réponses compatibles avec mon budget? Un assistant à la maîtrise d'ouvrage solide est-il susceptible de m'accompagner en phase études et chantier si je retiens la conception-réalisation ou le marché global de performance?
Donc, toutes ces questions-là me permettent de m'orienter et de trouver le bon choix. Une fois la réponse apportée à l'ensemble de ces questions, le maître d'ouvrage dispose de l'ensemble des éléments nécessaires à un choix éclairé. Il peut, pour s'aider à orienter sa décision, faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé ou suivre une formation adaptée. Choisir la procédure la mieux adaptée à votre projet est essentiel. N'hésitez pas à y investir du temps et de l'énergie. Donc, on voit que cette première phase dont on parlait peu avant, contrairement à une construction classique, devient vraiment très importante et le maître d'ouvrage doit se poser tout un tas de questions. Donc, ensuite, je vais faire un petit comparatif entre un choix de conception-réalisation avec un choix de maîtrise je vais commencer par la conception-réalisation. Donc, la conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, avantages et inconvénients. Avantages, donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dès le départ, on n'a pas encore dessiné le projet, qu'on a une équipe de maîtrise d'œuvre, d'entreprise, il ne faut pas oublier le bureau de contrôle, qui intervient en amont dès le démarrage de la conception. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont tous travailler ensemble et ils vont pouvoir aussi faire l'exécution pendant la phase de conception. Ensuite, la préparation de chantier pourra être très rapide puisque déjà l'entreprise a travaillé avec l'architecte, déjà l'exécution a été éprouvée. Donc, le démarrage de préparation de chantier peut être plus courte. Donc, c'est là où intervient un prototype. Donc, contrairement à une construction classique, on n'a pas de prototype. Donc là, pendant la préparation de chantier, l'entreprise va pouvoir réaliser son prototype. C'est la dernière pièce qui permet de bien valider tous les éléments de conception. Le maître d'ouvrage pourra avoir un exemple et à partir de ce prototype, plus rien ne doit changer parce qu'à partir de ce prototype, va être lancé en fabrication tous les éléments. Donc, une fois qu'une chaîne de production d'usine est partie pour construire, on ne peut pas l'arrêter comme on arrête un chantier ou comme on demande à une entreprise de faire des modifications. L'industriel a une chaîne de production qui est préparée, qui est optimisée et qui engendre plusieurs personnes sur le travail de cette chaîne et on ne peut pas l'arrêter, c'est fini. Donc, si le proto on a laissé passer des erreurs dans le prototype, elles se répercuteront sur tous les éléments de fabrication en usine. Voilà, donc l'avantage de cette solution, c'est que ça engage très tôt l'entreprise et son prix, que tout le monde travaille en même temps. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on a la maîtrise d'œuvre qui est liée un petit peu à l'entreprise et on a moins d'indépendance de la maîtrise d'œuvre par rapport à l'entreprise, plus de difficultés à optimiser une conception plus proche du souhait du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage n'a pas trop la main non plus, ni l'architecte, mais le but quand même, c'est que tout le monde travaille ensemble pour trouver la meilleure des solutions. Le programme doit être le plus complet. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on démarre en conception-réalisation, le programme doit être hyper complet car c'est la dernière pièce contractuelle. Ensuite, si on part comme ça, on est obligé de passer par des grosses entreprises, des entreprises majeures, des entreprises générales ou un groupement d'entreprises avec un mandataire. En général, la conception sera longue, couplée avec des lourdeurs administratives importantes. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des lourdeurs administratives importantes, notamment pour les marchés avec dialogue compétitif. Le problème, c'est que on a un problème de l'appréciation d'une technicité particulière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas dessiné le bâtiment, on a déjà choisi une entreprise, on a déjà choisi un industriel. Et un industriel est moins souple qu'une entreprise de gros œuvres. Un industriel a ses procédés, ses modes de fabrication,
qui lui sont propres. Et on n'est pas sûr que le mode de construction de cet industriel est ce qui aurait été le plus favorable à la réalisation de ce bâtiment. Mais bon, avec l'habitude et avec toute la bonne préparation en amont, on peut dire que ça peut marcher. Mais pour le moment, c'est un marché qui fonctionne bien pour du hors-site. Le deuxième point, un deuxième marché qui est différent, c'est celui-là, donc celui sur lequel on va s'attarder un peu plus. C'est le marché de maîtrise d'œuvre avec consultation anticipée de une ou des entreprises. Donc, c'est un marché qui est très peu utilisé, qui aujourd'hui est pourtant un marché qui va répondre et qui va très bien s'adapter au hors-site. Donc, ce marché existe en fait depuis la création de la loi MOP, depuis 1993, il existe, et sa dernière version date de 2019. Donc, on voit qu'il n'est pas nouveau. Et pourtant, lorsque les méthodes, donc ce marché, c'est quoi? Le maître d'ouvrage. Donc, je lis un extrait de l'article de la loi MOP. Le maître d'ouvrage peut décider de consulter de façon anticipée un ou plusieurs marchés publics de technicité particulière. Et c'est à l'issue, non pas, et c'est pas au départ, dès le départ, comme on a vu tout à l'heure en conception-réalisation, qu'on va faire rentrer l'entreprise. Non, c'est à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif. Donc, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que le projet aura pu commencer à être dessiné, on y verra un peu plus et qu'on pourra peut-être mieux choisir l'entreprise par la suite. Oups. Pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On voit qu'au départ, qu'est-ce qui rentre en premier? C'est la maîtrise d'œuvre avec le maître d'ouvrage et que la maîtrise d'œuvre fait son esquisse, son APS. Et que à ce moment-là, on peut faire un marché pour faire entrer l'industriel ou une entreprise. Donc, ce marché peut arriver soit à la fin de l'APS, soit à la fin de l'APD. Alors, pourquoi je l'ai mis à la fin de l'APS? C'est qu'à la fin de l'APS, on a une idée de l'architecture du bâtiment, mais on n'a pas encore fait les études techniques détaillées. Et on n'a pas non plus encore déposé le permis de construire, ce qui est quand même plus prudent parce que le dimensionnement des entreprises en usine est propre à chaque industriel. Et donc, si on est parti sur un projet avec des dimensions qui ne conviennent pas du tout à l'industriel, le projet est à mettre à la poubelle, il faut tout recommencer. D'où l'intérêt de faire absolument rentrer l'industriel avant la fin de la phase DCE, avant l'appel d'offres classique comme on fait en traditionnel. Donc, on fait rentrer cette entreprise au milieu, pas au départ parce qu'on n'a rien, mais à la fin de la phase APD, ça me paraît vraiment la meilleure des solutions. Donc, on n'a pas besoin à ce moment-là de toutes les entreprises. On a besoin essentiellement de l'industriel, donc qui rentre. Et c'est qu'après, donc, la conception se fait avec l'industriel. Ça permet aussi de réaliser tout l'exé du hors-site avant de lancer l'appel d'offres. Après, on lance l'appel d'offres avec les autres corps d'État. En préparation de chantier, on pourra faire l'exécution des autres corps d'État, mais qui est beaucoup moins importante que l'exécution de la partie préfabriquée. On pourra réaliser le prototype et on pourra faire la préparation, c'est pendant cette préparation de chantier. Donc, il y a beaucoup moins de risques avec cette méthode de se tromper et d'arriver à la fin et de se dire mince, ça ne correspond pas, il faut refaire toutes les études d'exé. Non, elles sont faites avant et elles ont été faites en harmonie avec tout le monde, avec tous les intervenants. Ensuite, le chantier. Bon, le chantier, j'en ai pas parlé, mais là, sur ces exemples, mais on sait que le chantier est extrêmement court. Tout est bien prévu d'avance, tout est bien anticipé. Et la GPA, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour tous ces cas-là de construction hors site, plus il y a des éléments qui sont fabriqués en usine, moins on aura de levée de réserve sur, c'est pas la GPA, là on est plutôt en levée de réserve.
c'est pas le GPA, hein, c'est levée de réserve. Quand on livre, entre la livraison et entre la réception et la livraison, on a une levée de réserve qui est très très faible, car tout a été fait en usine. Par contre, si on a très peu d'éléments qui sont faits en usine, effectivement, la levée de réserve sera un peu plus longue. Donc ce nouveau marché, enfin non, c'est pas un nouveau marché, mais ce marché correspond bien à ce mode industriel. Le choix 3, le choix 3, c'est de passer en marché traditionnel. On a une équipe de maîtrise d'œuvre qui travaille toute seule pendant toute la phase de conception. Et après, on lance l'appel d'offres et l'industriel arrive. Alors là, gros risque, c'est que toutes les études et les dimensionnements qui ont été prévus dans la phase de conception ne correspondent pas du tout à la méthode et au concept de l'industriel. En plus, chaque industriel a ses dimensionnements. Donc là, ça veut dire qu'on met les études à la poubelle et qu'on recommence l'exécution. Et ça veut dire qu'on refait un permis modificatif, qu'on refait. Et alors du coup, cette phase de préparation où on a toute l'exécution à reprendre et toute la conception à reprendre, va prendre beaucoup plus de temps et on a une perte de temps sur cette phase-là. Donc, ce n'est pas très intéressant de passer par cette méthode. Ceci dit, cette méthode peut être, comme elle est bien connue, peut être envisagée, par exemple, avec des équipes de maîtres d'œuvre qui ont l'habitude de construire en hors-site, et par exemple sur de modulaires ou pour une construction très simple de quelques logements répétitifs, sans contraintes particulières. On peut envisager cette solution. Mais à la fin, il y a toujours un recalage dans les excès. Mais ça peut s'envisager pour des constructions très simples. Donc là, c'était un petit comparatif. À noter que le bureau de contrôle a beaucoup plus d'importance aussi en construction hors site. On va le voir peut-être après. Les points de vigilance pour l'appel d'offres. Donc, je rappelle 3 petits points. Dans le choix de la maîtrise d'œuvre, l'architecte doit avoir une connaissance du hors-site et notamment pour le 3D et être ouvert au dialogue. Oui, parce qu'il y en a, c'est obligé. Il faut apprendre à travailler avec tout le monde. Il faut apprendre à être ouvert et à être souple. Pas question de faire le cahier sur ça marche pas. Il faut apprendre à travailler avec tout le monde et à écouter toutes les solutions que chacun peut apporter. Dans le choix du bureau de contrôle, il est nécessaire de préciser qu'une mission de contrôle est prévue en usine tout au long de la fabrication. Alors souvent, les fabricateurs ont leur propre bureau de contrôle, mais il est bien de rajouter des missions au bureau de contrôle pour qu'il aille voir ce qui se passe en usine, puisque tout ne se fait pas sur le chantier, la moitié ou les 3/4 se font en usine. Donc, on envoie le bureau de contrôle faire un tour là-bas. De même que le maître d'ouvrage et l'architecte peuvent aussi aller en usine, vérifier un petit peu ce qui se passe pendant la fabrication et voir aussi si la fabrication se déroule bien afin de ne pas être surpris sur le chantier en attendant que les modules arrivent, par exemple. Faire le choix d'un industriel pour un chantier est peu habituel et plusieurs points de vigilance sont intégrés. Alors, pour faire le choix de l'industriel, on a tout un tas de questions à se poser. Les questions, par exemple, bien définir dans le cahier des charges les limites de prestation des uns par rapport aux autres. Oui, parce qu'on a l'industriel qui va arriver avec des éléments, et c'est garanti. On a de l'autre côté la personne qui va assembler. Ça peut être l'industriel, mais ça peut être aussi une autre personne. Donc, qui fait quoi? Quelles sont les limites de prestation? Et on a aussi les corps d'état séparés ou pas séparés qui viennent terminer et réaliser d'autres parties sur le chantier. Ça peut être tout simplement les éléments béton, les éléments de préparation de chantier. Donc, on a quand même une interaction entre l'industriel et tous les autres corps d'état. Donc, il est important dans le cahier des charges de bien définir les limites de chacun. Pour choisir, donc, il faut vérifier les qualités et les performances de l'industrie à leur site. Donc, il faut aller voir ce qu'ils ont fait. Il faut aller voir leurs références, pas hésiter à leur poser des questions. Surtout aujourd'hui,
où c'est un peu nouveau. On en a qui existent depuis longtemps, mais on en a d'autres qui sont un peu plus nouveaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais il faut se renseigner un petit peu sur tous les points et toutes les qualités de l'industriel. Il faut vérifier la solidité financière de l'industriel. Il faut demander son mode de fonctionnement, ce qu'elle fait en direct, ce qu'elle sous-traite. Il faut vraiment aller décortiquer ce qui se passe dans cette usine un petit peu. Alors, il faut aller donc voir ce qu'elle fait en direct ou ce qu'elle sous-traite. Au niveau de la pose, au niveau du transport, au niveau de l'encapsulage. Donc, sur chantier, est-ce que c'est elle qui viendra faire l'encapsulage? Ça, c'est important. Est-ce que c'est notre entreprise? Est-ce que c'est elle qui s'occupe du transport ou est-ce qu'on a un transport extérieur maîtrisé ou pas? Donc, on a cette question à lui poser. Il faut lui demander aussi sa capacité de stockage. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté le chantier sur site qui avance et si jamais, et de l'autre côté l'industriel qui lui a mis en fabrication tous ses préfats. Donc, s'il y a un retard de chantier sur site, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'industriel a une capacité de stockage? Et c'est notamment vrai pour les modules. Donc, il les a fabriqués, puis il comptait les livrer sur le chantier, mais le chantier a du retard et il n'y a pas de place pour recevoir ces nouveaux modules et ces nouveaux éléments préfabriqués. Donc, à demander, à voir. Ensuite, on peut demander que le bureau de contrôle intervienne et vérifie toutes les phases de fabrication, ça on l'a vu. On peut demander les assurances de toute pose de matériaux et installations électriques, placo et autres. Donc, quand l'industriel assemble et crée, fait aussi du placo et équipe totalement ses modules à l'intérieur comme ça se fait sur le chantier, il faut lui demander toutes ces assurances. Car c'est lui qui garantit tout ce qui se passe dans le module qui vient assembler, qui vient poser sur le chantier. Donc là, c'est des assurances classiques qu'il doit avoir pour tous ces éléments qu'il a mis dans son préfabriqué. Voir le sourcing de l'industriel, sa gamme de produits. Donc l'industriel, on ne peut pas trop lui imposer des produits puisqu'il travaille en grosse quantité et il a en général des habitudes d'utilisation de ces produits et donc c'est important d'aller voir sa gamme pour qu'elle corresponde au choix du maître d'ouvrage. Sinon, il faut changer d'industriel, il faut aller voir ou voir avec l'industriel si la gamme souhaitée peut lui correspondre. Est-ce que l'industriel est capable de changer de gamme ou d'avoir un produit qui nous est important et qu'il puisse l'utiliser. Donc, il y a un échange à faire avec l'industriel qui est très important. Demander ses labels énergétiques, bien sûr. S'assurer que l'entreprise veille à livrer ses modules protégés. Oui, ça, c'est dans le chantier. Effectivement, si c'est mal protégé, le module peut être mis à la poubelle. Et donc, c'est un peu tous ces éléments qu'il faut aller voir chez l'entreprise. Coordination des équipes. Donc, après la phase préparatoire, le choix de l'entreprise, on a des points importants, c'est la coordination des équipes. En phase conception, on passe dans la phase de conception. Avant, on était dans la phase préliminaire du maître d'ouvrage avant appel d'offres. Aujourd'hui, là, maintenant, on est dans la phase conception. Donc, qu'est-ce qui se passe en conception? L'organisation de cette phase de conception se pilote comme habituellement, avec la différence qu'un interlocuteur en plus entre en scène. Il est impératif de veiller à la qualité et à l'ouverture des échanges entre l'équipe de maîtrise d'œuvre et industrielle. Donc là, le maître d'ouvrage, c'est à lui quand même de s'assurer que l'échange entre industriel et architecte et maîtrise d'œuvre se fait bien. C'est dans l'intérêt de tout le monde, qu'il n'y ait pas de problème dès le départ. La souplesse et l'écoute de chaque interlocuteur est primordiale. Chaque intervenant devra déjà avoir fait l'objet de pratiques hors site et acquis les mécanismes de cette nouvelle façon de construire. Donc pour cela, pour savoir et vérifier cet échange, cette communication, le maître d'ouvrage peut provoquer des réunions régulières qui peuvent aider à suivre l'avancement et résoudre rapidement les problèmes. Une bonne coordination des équipes est nécessaire. Donc ça, c'est un point un peu différent d'habitude de la construction classique.
Point de vigilance pour la conception. De la même façon qu'on avait des points de vigilance pour choisir l'entreprise, en conception, donc on a des petits points de vigilance à voir. Donc des réunions avec maîtrise d'ouvrage, architecte industriel pour échanger sur le projet, mais aussi pour vérifier la fluidité des échanges et la compréhension de chacun, ce qu'on vient de voir. Des réunions et séparées avec les réunions techniques, avec tous les intervenants. Donc, il ne faut pas les mélanger. Il est bien de faire des réunions spécifiques, surtout si le projet est important, et de séparer les objets de réunion. Il faut anticiper les délais de validation technique, tests au feu, etc. Donc, pendant la conception, déjà, il faut penser avec l'entreprise et il faut que l'entreprise qui est déjà, enfin l'industriel qui est déjà là, qui puisse commencer à faire un petit peu tous ces tests au feu dans son usine. Il faut bien définir le système constructif modulaire. Il faut intégrer les tolérances tridimensionnelles de fabrication et de montage. Donc ça, dans la conception, quand on dessine, c'est plutôt pour l'architecte, surtout quand on dessine des éléments modulaires. Il faut avoir des limites, des traits quand on dessine, garder quelques tolérances dimensionnelles de fabrication et de montage. C'est très important. En chantier, on s'adapte parce qu'on construit au fur et à mesure, on fait les fondations, après on fait les murs, après on fait les placo, donc tout peut s'imbriquer. Tandis que là, tout arrive déjà fait, c'est un pulse. Donc il faut garder quelques centimètres sur le dessin pour les tolérances dimensionnelles de fabrication. Qu'est-ce qu'il faut en conception aussi? Bien définir le système constructif, intégrer la trame dans l'architecture. Donc ça, c'est impératif. L'architecte doit construire de manière très tramée. Et en fait, le dessin, quand on construit en modulaire, on a une tolérance dans le dessin. On doit être détaillé comme si on faisait de la construction de mobilier. Parce qu'on a une tolérance zéro. Et ça, même si on se laisse quelques petits éléments de tolérance, on dessine avec un degré de précision qui est un peu celui de la menuiserie et non pas celui du gros œuvre. Anticiper les délais de validation technique, métal, feu, bois, etc. Donc, pendant la conception, déjà, l'industriel devra anticiper un petit peu aussi ces délais de validation technique, surtout si on a des avis techniques, si on a des demandes à faire particuliers au CSTB. Donc, contrairement à des constructions classiques, pendant la conception, il faudra déjà anticiper tout ça. Donc, s'assurer d'une communication fluide entre les équipes de conception, de fabrication et de construction est nécessaire. La coordination des équipes est très importante. Les réunions régulières peuvent aider à suivre l'avancement et à résoudre rapidement les problèmes. Voilà, c'est une petite conclusion sur le point de vigilance en conception. Voilà, et puis on va peut-être conclure très rapidement et peut-être malheureusement ne pas évoquer la dernière partie puisque le temps imparti justement nous manque, mais merci beaucoup Pascal pour cette présentation très complète, très claire. Je vais juste vous poser deux petites questions qui sont revenues plusieurs fois. Alors vous avez peut-être déjà répondu à certains de ces aspects. Mais on a des questions sur les impacts en fait des constructions modulaires et hors site sur l'emploi sur l'emploi local. Est-ce que ces constructions, ce type de construction crée de nouveaux métiers ou est-ce qu'elle modifie la structure de l'emploi dans le secteur? Et peut-être comment cette construction impacte la compétitivité des entreprises locales et la stimulation de l'économie locale. Elle crée, oui, alors justement, c'est aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre sur les chantiers. Cette construction hors site est un peu une ouverture et permet justement de trouver de nouvelles motivations chez certains à venir travailler en usine, protéger des éléments extérieurs de température et autres. Et donc, aujourd'hui, il est plus facile pour certains d'aller travailler en usine où on travaille dans un milieu propre, un milieu protégé, un milieu aussi qui demande moins de force, moins d'efforts, car tout est
avancer avec des machines. D'ailleurs, on voit que la profession va plus facilement se féminiser justement grâce à ces avantages de milieu. Le milieu est moins austère dans une usine que sur un chantier. Donc, ça va peut-être relancer un petit peu la main-d'œuvre qui manque cruellement sur les chantiers. Et alors, une autre question, alors là, c'est plus par rapport à la perception des usagers. Comment est-ce que les constructions modulaires sont-elles perçues, vécues par les riverains, les collectivités? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des freins culturels ou peut-être esthétiques à leur développement? Oui, alors c'est une petite partie là que j'avais développée très rapidement au début. C'est vrai qu'il y a encore des freins culturels où on a l'impression que si on achète un logement qui est construit en modulaire, eh ben on va avoir enfin, entre guillemets, de l'algéco de chantier, mal isolé, pas solide, bien qu'il soit solide, hein, mais c'est les a priori culturels, c'est pas la réalité. Que ça va être mal isolé, que ça va se déformer. Ils ont l'impression aussi que l'architecture va être complètement monotone, qu'on va avoir des blocs assemblés les uns à côté des autres, alors qu'on voit que c'est pas du tout ça aujourd'hui. Quand on rentre dans un logement qui a été fait en modulaire, une fois que le bâtiment a été fait, on voit plus rien. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, dans le bâtiment, alors déjà, si on prend l'intérieur du logement, eh ben, à l'intérieur, on a des cloisons qui sont en placo, on a de la peinture, on voit plus du tout les traces de l'ossature modulaire. Donc, on a en plus une bonne finition, on n'a pas des traces de coulure, de peinture, d'assemblage qui est mal emboîté, d'une plainte qui est tordue, tout ça on l'a plus, tout est posé de manière impeccable. Donc c'est assez bluffant. Une fois que le bâtiment est fini, on voit plus rien. Et concernant l'architecture extérieure, on a vu qu'aujourd'hui, notamment avec l'habillage qu'on peut faire de ces modules, on voit plus du tout que c'est des modules parce qu'on peut avoir des balcons qui viennent habiller ces façades, on peut avoir quand même 2-3 décrochés et surtout on mixte les constructions modulaires avec aussi des parties construction traditionnelles ou construction 2D. Dans le premier exemple que j'avais choisi, il y avait une construction qui était totalement avec des formes souples en façade. En fait, c'était des balcons qui sont cintrés en usine et entre les courbes et les contre-courbes, le fait de venir poser ça sur le bâtiment, eh ben, ça a complètement changé le look très rigide de ces algécos, enfin de ces modules qui ont été posés les uns à côté des autres. Et en termes peut-être de, pour prendre une dernière question, de durée de vie de ces constructions modulaires, est-ce qu'on remarque une vraie différence avec un bâtiment plus traditionnel, on va dire? Ces structures modulaires, elles sont, alors il peut en avoir en métal et il y en a qui sont en bois. La construction ossature bois et habillage par panneau fait en usine et au niveau pérennité, aujourd'hui on n'a pas le recul, on attend. Oui, oui. On peut voir, mais étant donné que c'est assemblé en usine, c'est aussi solide que des cloisons posées sur chantier en placo. Au niveau des murs, évidemment, en rez-de-chaussée, si on arrive avec une voiture bélier pour tout démonter, Oui. serait peut-être moins solide que du béton, mais ça sera peut-être aussi solide que de l'agglo. Mais le retour de longévité, on attend du temps encore. Ouais. Après, ces constructions, elles ne sont pas forcément en bois en apparent. Parce que souvent, on imagine que la finition est en bois. Très important, elle n'est pas en bois. Dessus, on a un revêtement, soit un enduit, soit on a des parements, tout type de parements, métal, trespas et autres,
pas citer de marque. On peut avoir quelque part en pierre. Donc, en fait, la finition extérieure est exactement la même qu'une finition sur un aglo ou une brique. Et donc, on est protégé aussi. On n'a pas du bois apparent qui va s'abîmer avec le temps. Oui, bien sûr. On est complètement… oui, l'habillage, comme on fait un enduit, là, c'est en toilé, c'est un peu différent, mais on a un enduit de finition, au même titre qu'on a un enduit de finition sur une construction en brique ou en aglo. OK. Donc, le Pascal bâtiment Chaumont, extérieur ne va pas s'abîmer beaucoup plus. oui. Voilà. Je vous remercie encore infiniment pour cette intervention. Je rappelle que la formation que vous animez à nos côtés, piloter un chantier de construction modulaire et hors site de A à Z, est bien évidemment d'actualité. J'espère que vous serez nombreux à venir la suivre. Les prochaines dates étant les 16 octobre ou 4 décembre prochains. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site du Moniteur Formation et de vous inscrire à la formation animée par Pascal Chaumont qui nous a accompagnés ce matin. Un grand merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Merci Pascal, à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci.